C'est l'heure de votre journal télévisé. Yorana, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres. Les essais nucléaires ont bien eu un impact sur les cancers de la thyroïde. Ce sont les conclusions d'une étude de l'INSERM portant sur 395 cas de cancer diagnostiqués entre 1984 et 2016. Première visite de terrain pour les ministres fraîchement nommés. L'urgence pour le gouvernement est de venir en aide aux sinistrés de Teahupo'o, ville hôte des Jeux Olympiques. Les dégâts survenus là-bas ont-ils remis en question le choix du comité organisateur? Réponse avec sa responsable Barbara Martin-Senillo est l'invitée de ce journal. C'est désormais sur elle que se reposent tous les espoirs des acteurs du handicap. Nathalie Salmon-Udry, la déléguée interministérielle au handicap et aux personnes en perte d'autonomie, devra coordonner, promouvoir et suivre la mise en œuvre de cet immense chantier. Enfin, nous irons à la rencontre d'un culturiste. Son corps musclé et parfaitement sculpté lui a permis de s'imposer en Australie et de remporter sa première carte professionnelle. Leurs impacts sont faibles, mais réels. Les 193 essais nucléaires seraient à l'origine des cancers de la thyroïde dans moins de 10% des cas, selon l'INSERM. C'est le moment de réclamer la pleine vérité, juge alors le président d'une association antinucléaire. Cette deuxième étude épidémiologique, la première qui utilise les données déclassifiées de l'armée en 2013, encourage les associations à continuer leur bataille judiciaire. Les détails avec Kaline Yennar et Jérôme Lee. Attention, cette nouvelle étude porte sur la population et non pas sur les travailleurs de Moruroa. Pourquoi ? Eh bien parce que le cancer de la thyroïde touche des femmes dans 80% des cas. Les chercheurs ont conclu que les essais nucléaires pourraient être responsables de 2,3% des cas de cancer de la thyroïde en Polynésie, des résultats qui présentent certaines limites. Même avec les données déclassifiées par l'armée, il est extrêmement compliqué et probablement très imprécis de reconstituer, d'estimer les doses à la thyroïde reçues par des gens il y a 40 ans ou 50 ans. Ce n'est pas une surprise pour Hiro Tefarere, président de l'association Moruroa et Tatou. Il relève que l'étude ne porte que sur les cas de cancer diagnostiqués entre 1984 et 2016. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il nous faut absolument obtenir de l'État, non pas simplement les archives scientifiques, mais surtout les fameux registres des malades du cancer et des morts du cancer pendant la période des tirs, à partir de 1966, jusqu'à la fin des tirs. Et ces registres, si effectivement l'État accepte de nous les rendre, va nous permettre d'avoir des éléments incontournables pour conforter les plaintes que nous avons déposées. Pour l'association 193, cette nouvelle étude est une aubaine, car elle s'intéresse aux maladies qui peuvent être radio-induites, comme les 23 cancers listés par la loi Morin, mais pas que. Donc là, ça fait plusieurs années que nous réclamons aussi l'élargissement de cette liste des maladies dites radio-induites et que les maladies cardiovasculaires ainsi que la cataracte soient comptées comme des maladies probablement avec une conséquence due aux essais nucléaires. Et donc, ce rapport, en fin de compte, ouvre d'autres fenêtres qu'on ne s'y attendait pas. Dans le prolongement de cette étude, le docteur Florent Devater souhaite en lancer une nouvelle sur les effets transgénérationnels, c'est-à-dire sur les caractéristiques génétiques particulières présentes parmi la population, mais aussi chez les travailleurs de Moruroa. C'est la première visite officielle du nouveau gouvernement Teahupo'o et les habitants sinistrés. 62 familles ont été touchées par les violentes intempéries qui s'y sont abattues au début de ce mois. Si les aides d'urgence ont déjà été distribuées et que le curage de la rivière a démarré, il y a des doléances bien précises. Sur place, Lucille Guichet, Patrick Sing-Sing. Deux crues, le 1er et le 10 mai, ont touché la maison de Nelly Parker, nichée entre la rivière Fauro et la mer. Pour elle, les travaux en vue des Jeux Olympiques juste devant chez elle n'ont fait qu'empirer le phénomène. Déjà du 1er mai, il n'y avait pas cette clôture. Pourquoi ? Parce que ce sont les hommes de la maison qui ont cassé. Ensuite, hier, à notre venue, tout a été barricadé. Mais pourquoi ? On n'a pas d'évacuation. La deuxième évacuation qu'on a faite, c'est cela il y a tout récemment. On aimerait au moins qu'on nous laisse le temps de nettoyer. C'est tout ce que je demande. Je ne sais pas s'ils ont du respect pour nous, mais s'il vous plaît, qu'on essaye au moins d'avoir ce respect.
Dans la salle de sport de Teahupo, Nelly et une trentaine de sinistrés se retrouvent face au nouveau ministre. Ici, au milieu des dons rassemblés, la petite délégation gouvernementale répond aux doléances des habitants du bout de la route. Ce qui les inquiète aujourd'hui, c'est surtout les véhicules qui ont été inondés et qu'ils ne démarrent plus parce qu'il y a des pièces qui sont mouillées et que ce sont des pièces électroniques qui coûtent cher. Et donc ils ont essayé d'aller voir les assurances, donc les assurances ne prennent pas encore. Les ministres des Solidarités, des Sports et de l'Équipement se rendent sur place pour un diagnostic. 62 familles sont sinistrées, dont 35 qui ont tout perdu. L'aide d'urgence a été distribuée. Maintenant, il faut éviter que l'épisode ne recommence. L'équipement a déjà commencé à mettre en œuvre des travaux de curage en aval de la rivière. Dans 15 jours, des travaux de curage vont commencer également en amont pour compléter ce curage. Et une fois que ça sera fait, on pourra éviter en fait les intempéries, ou plutôt les événements qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Mais la grogne monte. Quelques riverains se plaignent des travaux en vue des Jeux Olympiques. On peut très bien annuler ces Jeux Olympiques, mais on aura de très grosses sommes à payer et peut-être qu'il faut aussi que la population sache, parce que là, il y a eu des conventions qui ont été faites, des partenariats, et on ne peut pas les annuler comme ça. Un soutien moral bienvenu et des attentes concrètes de la population, la sécurisation des berges et de la passerelle et une aide pour les 20 voitures inondées ou emportées. Teahupo qui doit accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques. On en parle justement avec notre invitée Barbara Martins-Nio. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, lorsque les crues ont dévasté le quartier de Teahupo, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez remis en question votre choix du site qui doit accueillir la compétition ? Alors, d'abord, la première chose et la première réaction, ça n'a pas été les Jeux Olympiques, ça a été les habitants, les riverains. Je rappelle qu'on est au contact régulièrement avec l'ensemble des riverains de Teahupo, puisqu'on fait du porte-à-porte pour continuer à signer les hébergements, parce qu'on loue des bateaux, des jet-skis, donc on est présent sur le terrain. Donc la première réaction au réveil, quand on a appris les événements, ça a été de prendre la voiture et d'aller là-bas directement sur place avec des vivres, avec de l'eau, avec tout ce que nous avait évoqué la mairie, pour pouvoir aider à notre petite échelle sur le terrain. Après, effectivement, une fois qu'on laisse passer les jours, vient cette fois-ci le diagnostic, j'allais dire, par rapport à l'événement en lui-même. Et le diagnostic par rapport à l'événement, on n'a pas eu de grosses surprises, au sens où aujourd'hui, on est sur un site naturel, donc on sait qu'il y a des risques de crue, on sait qu'il y avait des risques de débordement de la rivière, pas évidemment dans cette mesure, ça a été une surprise pour tout le monde, et je crois que le dernier épisode de la sorte remontait à 1987, donc effectivement ça a été la grande surprise, mais j'allais dire, on avait déjà pris les précautions nécessaires en installant, par exemple, ce qu'on appelle, nous, notre back-of-house, c'est-à-dire notre base arrière au niveau du domaine rose, donc à l'abri d'une potentielle houle ou à l'abri d'une potentielle crue de la rivière. On avait déjà anticipé, effectivement, d'avoir nos zones athlètes sur on va dire, des parcelles qui ne sont pas touchées habituellement. Donc, tout ça, quelque part, avait déjà été anticipé. La seule petite surprise qu'on a eue, effectivement, ça a été la plage du PK0, où effectivement, là, on a perdu pas mal de mètres carrés et où il faut qu'on réfléchisse à l'accueil du grand public sur cette plage au regard du... Justement, vous allez revoir votre logistique. On va, pas notre logistique, l'accueil des populations sur la plage du PK0, oui. Et puis notre logistique, bien la passerelle, la nouvelle passerelle était déjà en cours de rénovation, alors de construction, puisque l'ancienne passerelle avait été vétuste et n'était plus aux normes, donc elle avait vocation à disparaître. Une nouvelle passerelle était déjà dans les tiroirs, on va dire, du gouvernement. Et une fois de plus, les Jeux viennent accélérer les travaux. Donc voilà, donc on n'est pas impacté plus que cela, au-delà, effectivement, d'être touché pour les habitants et les riverains de Teahupo. Après ces catastrophes, on a entendu une partie des habitants a remis en cause les travaux réalisés qui seraient, selon elle, la cause des crues. On l'a entendu aussi, la ministre a indiqué qu'il est impossible que les épreuves soient annulées aujourd'hui parce que la Polynésie devra débourser de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la question ? Bien sûr.
Alors déjà, première chose, la crue n'est pas le phénomène des travaux du pont, de la passerelle entre guillemets de Taupo. On l'a dit, on l'a redit, je pense que l'ensemble des membres du gouvernement se sont exprimés sur le sujet. Il y a eu un phénomène multifactoriel. D'une part, effectivement, une pluie très intense qui a ouvert sur une crue, et d'autre part, effectivement, une houle en code orange qui a empêché le phénomène d'évacuation. Donc la première chose que je voudrais dire avant et toute chose, c'est que c'est pas 2 poteaux qui ont été posés de façon temporaire le temps de construire la passerelle qui sont aujourd'hui la cause de la crue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on s'est tous engagés en 2019. On s'est tous engagés, quand je dis tous, on s'est engagés Paris 2024, le pays et l'État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, accueillir les Jeux Olympiques, c'est pas Paris 2024 qui un jour s'est réveillé un beau matin en se disant tiens, et si j'allais à Taupo ? La Polynésie a candidaté en 2019 parmi 5 autres villes, parmi lesquelles se trouvaient Biarritz, La Torche, etc. Et elle a gagné. Et elle a gagné sur la base d'une vague mythique. Elle a gagné sur la base d'un programme de grands travaux qui avait un héritage pour la population derrière. Elle a gagné parce que, historiquement, on ramenait le surf dans son berceau et à l'origine en Polynésie française. Et elle a gagné parce qu'elle a signé un certain nombre de conventions qui ont suivi, conventions d'objectifs, conventions cadres, qui répartissent les rôles et les devoirs de chacune des parties prenantes. Donc, Paris 2024 a des rôles et des devoirs, notamment l'impact économique. On a déjà investi l'équivalent de 180 millions de francs pacifiques sur l'hébergement chez les riverains, sur la location des bateaux. Le pays a des devoirs en termes de promotion de l'événement. Il nous a aidé à recruter des volontaires. Il a des devoirs sur la mise en place de fan zones. Donc il a une action et des devoirs associés. Et l'État a des devoirs en termes de sécurité de la manifestation. Donc oui, c'est une collaboration tripartite à laquelle je rajouterai bien évidemment les communes. Et chacun connaît sa feuille de route et a des engagements et des responsabilités. Et au regard des événements, est-ce que le calendrier sera respecté ? Le calendrier sera respecté parce qu'une fois de plus, les Jeux en eux-mêmes, notre implantation n'a pas été perturbée par cette crue et par cette houle, parce qu'on est en site naturel et que du coup notre métier c'est aussi la gestion du risque. Et on savait, en tout cas au niveau de la houle, que ce type de dégâts pouvait arriver. Et on l'avait vécu en juillet 2022, avant la Tahiti Pro 2022, avec une houle en code rouge. Donc on avait déjà tiré les enseignements de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, à 14 mois de l'événement, vous êtes dans quelle phase de la préparation ? On est encore sur une phase de planification pour certains aspects et puis d'opération pour d'autres. On a énormément progressé, on a aussi appris. On a appris de la Polynésie, on a appris des Polynésiens, on a dans nos équipes des gens qui viennent de Polynésie, qui sont locaux et qui nous ont dit qu'effectivement les choses ne se dérouleraient pas comme on pensait qu'elles se dérouleraient, c'est-à-dire qu'il faudrait plus de temps et il faudrait du terrain, convaincre et répéter, rassurer et passer du temps. Donc on l'a vu, les hébergements, aujourd'hui on est parti, je vous avais sollicité à l'époque, on n'avait pas d'hébergement. Aujourd'hui on atteint nos objectifs et on va les dépasser. Les volontaires, on craignait que les volontaires ne s'engagent pas. Aujourd'hui on a atteint nos objectifs et on les a dépassés. Donc en fait on sait que ça prend du temps, on sait qu'il y a besoin de pédagogie et honnêtement on a toute la passion aujourd'hui pour être pédagogue et pour répondre aux sollicitations des riverains, des communes, du mouvement sportif. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et je pense aujourd'hui qu'on a besoin, toutes les parties prenantes, de travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Alors, très rapidement, pour terminer, sur le recrutement de volontaires, d'ailleurs, ça y est, il est fait. Il n'avait pas vraiment eu de succès auprès des Polynésiens, mais finalement, beaucoup ont décidé de se lancer dans l'aventure. Oui, il a pas eu de succès forcément auprès de tout le monde. Et il a eu un succès certain auprès de la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une expérience sur les Jeux Olympiques en tant que volontaire, c'est une expérience de plus à mettre sur son CV. Être volontaire, c'est pas simplement donner 10 jours de son temps, c'est aussi faire l'objet d'une formation, d'un accompagnement. Et comme l'a très bien rappelé une membre de mon équipe, qui elle-même a été recrutée en salarié parce qu'elle avait été volontaire sur la
Tahiti Pro il y a plusieurs années, et elle a argumenté effectivement que cette prise de connaissance de l'écosystème du surf, que de se faire connaître auprès des acteurs clés, lui ont permis aujourd'hui de trouver un travail. Et je pense que ce discours a résonné en tout cas chez les jeunes, et on se retrouve aujourd'hui avec plus de 700 candidats polynésiens qui ont été présents et qui seront présents au rendez-vous. Donc c'est super. Merci beaucoup, Barbara Martins-Signo, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et demain, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance sera l'invité café de votre matinale radio. Nahema Temar'i répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Aziz. Cette bonne nouvelle pour le tourisme, Air Tahiti Nui rouvre sa ligne vers le Japon. Dès le 30 octobre, la liaison entre Papeete et Tokyo Narita reprendra à raison de 2 rotations par semaine, une liaison qui avait été suspendue au début de la crise Covid. La nomination de Nathalie Salmon-Udry, atteinte d'un handicap sévère en tant que déléguée interministérielle au handicap, ne laisse pas les associations indifférentes. Au contraire, elles sont sûres que sa différence va lui donner une crédibilité incomparable et que les maillons invisibles de la chaîne seront désormais plus visibles et plus entendus. Natacha Silagi, Mélissa Chang. Nathalie est dans la place. Après le CEFI où elle était chargée de communication et la direction des affaires sociales, la voici propulsée à la présidence. Elle veut redonner l'envie de vivre à tous les handicapés. Je veux déjà redonner espoir que le handicap ne soit pas une fatalité, qu'on ne se dise pas « mais j'ai raté ma vie, je ne pourrai pas ». Non, il faut y arriver. C'est un long combat. Je ne vais pas le nier, mais on peut y arriver. Avec sa licorne, qu'elle doit mettre sur la tête, elle a écrit 2 livres et continuera d'écrire sur le transport et les loisirs pour les handicapés. On n'a pas de loisirs. C'est fou, mais on n'a pas de loisirs. On est une île qui a 4 cinémas et aucune salle accessible. Je trouve ça... on est faux, quoi. Enzo a 9 ans, il est autiste. Sa maman l'emmène chaque jour dans cette association où une psychomotricienne le familiarise avec le monde dit normal. La nomination de Nathalie Salmon lui donne de l'espoir. Elle s'est vraiment battue pour tout ça, pour mettre en avant l'handicap et tout. Et pour nous, c'est un très bon choix qu'a fait Moïté. Ça vous donne de l'espoir ? Oui, beaucoup. Elle mettra beaucoup de qualité dans son travail parce que au-delà de la quantité du travail pour un ministre, c'est extraordinaire tout le temps qu'il consacre pour le bien de l'intérêt commun, je pense qu'elle mettra une touche, on va dire, délicate et par rapport à des petits détails que les personnes, on va dire, qui ne sont pas en situation de handicap ne comprennent pas, mais qui vont elle va améliorer au niveau qualitatif, je pense. La Fédération des handicapés de Polynésie se réjouit aussi de cette nomination. Le transport reste une bataille essentielle. Elle compte sur Nathalie Salmon pour faire la révolution. Le fait d'avoir choisi une personne comme Nathalie, donc, ils seront obligés de faire en sorte que partout où elle doit aller en réunion, qu'elle puisse y accéder. Moi, je suis... Elle va ouvrir le chemin, en fait. Oui. Parce que, bon, moi, j'ai aussi été à l'Assemblée, mais mon handicap, c'est un handicap... bon, quand je suis là, on ne croit pas que je suis handicapée. Voilà. Plus ou moins, des fois, ça devient invisible. Hein, quand je suis dans la rue, que je marche comme tout le monde, ça ne se voit pas. Elle a quand même un handicap qu'on voit de loin. En France et en Nouvelle-Calédonie, les handicapés sont libres de se déplacer où ils veulent. Nathalie compte bien sur la Polynésie pour se mettre aux normes. Avis aux amateurs de bringue locale, Polynésie la Première lance la 2e édition de son concours Ariariatata ou la Battle Bringue, un concours visant à promouvoir les talents polynésiens de la bringue. Les groupes de musique sont invités à s'inscrire dès maintenant pour tenter de remporter cette aventure musicale palpitante, évaluant leur performance vocale, musicale et instrumentale. Et Mereteiva, l'une des animatrices de l'émission, nous en dit plus sur le nouveau format. Elle répond à Caroline Farrier ou Anne Potoru.
On a pris en compte les critiques, les remarques qui nous ont été remontées. On a annulé le buzzer. Si vous voulez, on a pris la formule de la finale qui a énormément plu aux téléspectateurs et c'est ce qu'on propose cette année. Ensuite, il y a des petites nouveautés dans le sens où on lance un appel à candidature pour la production d'un trophée. On fait appel aussi aux sociétés de production pour la réalisation d'un clip pour les finalistes. On a gardé Antoine. Il a siégé de nombreuses années au sein de la SACEM. Il a fait partie de la commission d'écoute. Donc c'est important d'avoir quelqu'un comme lui qui connaisse le répertoire. On a aussi gardé Fala. Il y a cette touche de jeunesse. Il maîtrise parfaitement les percussions. Donc lui va être en charge de la partie rythmique musicale. Et Reya, c'est le nouveau visage du jury. Reya, on connaît, c'est une artiste complète qui maîtrise aussi bien le répertoire des chants polynésiens, mais aussi moderne. Donc elle va apporter tout cet acquis en proposant du coaching vocal. Alors, si vous êtes un groupe de bringues talentueux et créatifs, n'hésitez pas à tenter l'aventure en envoyant votre candidature dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 juin. Du sport maintenant, avec cette bonne nouvelle pour le surf local. Vheine Fierro et Kaolivast sont sélectionnés en équipe de France pour les World Surfing Games au Salvador. La compétition est prévue du 30 mai au 7 juin. C'est la première fois que le jeune surfeur professionnel fait son entrée en équipe de France. Tous les deux devront toutefois se battre pour remporter leur place dans l'équipe sélectionnée pour les JO en remportant la première place donc dans cette compétition qui se tiendra en Amérique du Sud. Depuis le mois d'avril, il est une vraie star du culturisme. Brian Gobré a remporté une carte professionnelle en Australie alors qu'il participait à une compétition dans la catégorie Open. À 2 ans d'entraînement pour se tailler un corps d'athlète et les efforts ont payé, il décroche aussi là-bas 2 médailles d'or. Voici son portrait, il est signé David Chang. Loin de l'agitation de la scène, c'est à cela que ressemble le quotidien de ce nouveau champion. Avec son frère, il a repris l'entreprise d'installation de climatisation de son père. C'est un travail physique, mais c'est ce qui lui a inculqué la discipline. Même si un jour je perce vraiment et que je commence à être rémunéré par rapport à ma discipline, je ne pense pas que je vais lâcher l'entreprise. En plus, c'est l'entreprise familiale, donc j'aurais du mal à lâcher. Même si parfois c'est un petit peu contraignant, par rapport à la fatigue, voilà, j'ai choisi de faire ce sport, j'ai choisi de faire ce métier, après c'est à moi aussi d'assumer derrière, quoi. Après s'être imposé chez les novices, toutes catégories confondues en Australie, Brian enchaîne avec une compétition IFBB locale, une échéance qu'il prend très au sérieux et qui rend parfois difficile la collaboration avec son frère, co-gérant de l'entreprise familiale. On a des installations, par exemple, compliquées à faire, à réaliser. Ça, du coup, j'essaie alors de caler pour après sa compétition, le moment où il est plus calme. À midi, après un petit repas, direction la salle de sport. C'est la 2e séance de la journée pour Brian. 1 heure à chaque fois. Aujourd'hui, à 1 semaine de la fin de sa sèche, c'est le moment de relâcher la pression. La dernière semaine, on va dire, c'est que du maintien. Donc, on est là juste pour emmener le flux sanguin dans le muscle. On est là pour vider aussi le glycogène dans le muscle, donc c'est le restant de glycogène qu'il y a dans le muscle, pour après faire une recharge en glucides et arriver sur scène avec un muscle plein, épanoui et justement en forme pour avoir le meilleur aspect physique sur scène. Brian a encore 1 an pour passer officiellement dans la catégorie professionnelle. Dans tous les cas, il sera présent en métropole à la compétition régionale de l'IFBB l'an prochain. Mais avant, Brian Gobré participera à l'IFBB Open Polynésie ce samedi. L'événement se tiendra dans un grand hôtel de la côte Est. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'information principale. Les essais nucléaires ont bien eu un impact sur les cancers de la thyroïde. Ce sont les conclusions d'une étude de l'INSERM portant sur 395 cas de cancer diagnostiqués entre 1984 et 2016. Cette deuxième étude épidémiologique, la première qui utilise les données déclassifiées de l'armée en 2013, encourage aujourd'hui les associations antinucléaires à poursuivre leur bataille judiciaire.
C'est un sujet politique que vous retrouverez à la une de Tahiti Info demain avec ce titre « Les dossiers qui attendent le gouvernement Broderson ». Dans vos écrans ce soir, de nouveaux épisodes de la série Cobra, suivi d'un film qui raconte l'histoire du dernier vice-roi des Indes. C'est lui qui devra préparer l'indépendance du sous-continent. Merci de votre fidélité. On se quitte sur ces images capturées à Rangiroa par Patrick Sing Sing. Elles donnent un air de vacances. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.